Nous, notre rôle, ça va être de lire ce qui est prépublié et de la choisir par rapport à la ligne éditoriale de notre maison, ce qu'on a l'habitude de publier, ce qu'on aime aussi, parce que ça reste avant tout un coup de cœur. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence sur comment fonctionne une maison d'édition de manga. Et c'est avec Kurokawa. Aujourd'hui, toute l'équipe est presque là pour les Kurofa Tours. On vient chaque année, partout en France pour discuter avec vous. Et aujourd'hui, on a décidé de discuter sur le fonctionnement d'une maison d'édition. Comment ça va fonctionner? Il y a deux personnes qui sont là qui vont se présenter, mais vous aussi, vous pourrez à tout moment lever les mains, la main, pour poser des questions. Moi j'ai des questions, mais aussi, vous aussi vous avez des questions, mais n'hésitez pas. Alors on va commencer déjà par les présentations. Agathe, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi je suis Agathe, je suis responsable commerciale de Kurokawa, qui est une maison d'édition qui fait du manga et qui publie Spy Family, entre autres. Bonjour, moi c'est Mathilde, je suis chargée de coordination éditoriale, donc je vais m'occuper de toute la partie vraiment purement éditoriale dans cette maison d'édition. Donc moi je suis Flavien, je serai l'animateur et le modérateur de cette discussion. Donc comme je le dis encore, c'est une discussion, vous pouvez vous installer, il y a de la place. C'est une discussion, moi j'ai des questions, mais à tout moment, si vous avez quelque chose, une question qui pop dans la tête, levez la main et puis on vous la posera. Il n'y a pas de mauvaises questions. S'il y a de mauvaises questions, dans tous les cas, c'est moi qui les pose. Donc c'est simple. Agathe, première question, Agathe, est-ce que tu peux expliquer un peu ton métier? Alors, moi, mon métier, je suis responsable d'un service qui s'occupe notamment de faire toutes les opérations commerciales autour des mangas que l'on publie. Par exemple, si dans un magasin, vous voyez un petit mobilier Pokémon avec un Pokémon offert, deux Pokémon offerts, non pardon, je recommence, deux Pokémon achetés, un badge offert, c'est mon service qui s'occupe de développer. Nous accompagnons également les lancements de nos mangas avec des plus produits, avec des mises en avant en librairie pour que les mangas soient bien visibles. Et nous développons également des produits type des agendas, des calendriers, des collecteurs pour accompagner toutes nos marques de mangas et proposer des choses un peu rigolotes aux lecteurs de mangas. Et toi Mathilde, que fais-tu dans la vie? Dis-nous tout. Alors, moi du coup je vais m'occuper de la coordination éditoriale, ça veut dire que je vais gérer les différentes étapes de fabrication d'un livre. Donc je vais commencer déjà par participer à la prospection, donc c'est-à-dire trouver la série au Japon qu'on aimerait publier. Et ensuite, de là, je vais avoir un planning avec les différentes étapes de fabrication et du coup, je vais être en relation avec les différents intervenants, donc les traducteurs, ceux qui vont faire la mise en page, les correcteurs, les fabricants et les différents services transverses comme le service commercial pour que tout le monde ait son travail à l'heure, puisse le rendre à l'heure et toutes les informations dont ils ont besoin, tout le matériel dont ils ont besoin pour que la série arrive en France au moment où on l'a décidé. Et gérer tous les imprévus aussi. Qui sont nombreux. Beaucoup d'imprévus. Ce que je reprécise, donc c'est Kurokawa, elle existe depuis 20 ans, bientôt 20 ans, l'année prochaine on fêtera les 20 ans. Mais à quoi ça sert une maison d'édition? À quoi sert une maison d'édition? Eh bien, à publier des livres, mais alors, on a différentes maisons d'édition, notamment pour le manga. Là, pour Kurokawa, nous faisons uniquement de l'import de mangas publiés au Japon qu'on importe en France en le traduisant. Par exemple, nous ne faisons pas de création française, parce que c'est un système qui est complètement à part et pour le moment on ne le fait pas. Voilà. Maintenant, après, le but, quel est l'intérêt de faire publier des mangas japonais en France? Comment dire ça? C'est aussi faire découvrir la culture japonaise, faire découvrir un genre littéraire qui plaît de plus en plus à des personnes jeunes et moins jeunes. On a aussi des grands enfants comme nous, voilà. Tout le monde aime maintenant
Et voilà, c'est faire découvrir des choses qu'on aime au plus grand nombre, tout simplement. Oui, vas-y. Ah, j'ai pas le temps. Ah bah tiens, tu vas compléter bien. Pour compléter votre réponse, je disais en fait tout simplement parce que nous sommes le deuxième pays mondialement consommateur de manga, tout simplement. Oui, tout le monde avait besoin de maisons d'édition pour ça. Oui. Merci. Oui. Et donc oui, tu disais qu'il y avait, il n'y a tu dis que de la traduction, mais c'est aussi beaucoup de travail. Je sais pas, tu minimises, mais c'est énormément de travail. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on nous pose souvent la question de si vous faites du manga, est-ce que vous faites du manga français? En fait, non. En tout cas, pas nous. Il y en a d'autres qui s'essayent à l'exercice, mais en fait, nous, on ne peut pas, tout simplement parce qu'on est déjà suffisamment occupé avec la traduction de livres japonais, que c'est déjà énormément de travail. D'ailleurs, comment ça s'organise? Donc on a vu qu'il y a le commercial, on a vu qu'il y a l'édito, mais il y a aussi d'autres choses. Comment ça s'organise autour d'un titre? Il y a différents services qui interviennent. Alors en tout premier, on a le service éditorial qui va être celui du coup qui va chercher les séries, les choisir, et ensuite va gérer un peu son planning de fabrication. Et ensuite, autour du service commercial, vont graviter les différents services transversaux. Enfin, on appelle ça les services transverses. Donc c'est ceux qui vont participer à la promotion du livre auprès du public notamment et des professionnels. Mais au sein du service éditorial, notre rôle, on a différents métiers dans le service. Donc on a, par exemple, comme moi, chargé de coordination éditoriale, qui va chercher les livres et ensuite aller faire le relationnel avec les éditeurs japonais, mettre en place toute la négociation de contrat, récupérer le matériel, choisir les traducteurs, donner le travail aux traducteurs, reprendre le travail aux traducteurs, payer les traducteurs, ce genre de choses. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va avoir quelqu'un qui va faire le contrôle de qualité de la traduction, donc il va s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans la traduction. On va avoir toutes les personnes en charge de la correction qui vont intervenir aussi pour corriger toutes les erreurs de typo, d'orthographe ou même de formulation pour que la traduction soit la plus fluide et agréable à lire possible. Ensuite, on va avoir le service de fabrication qui va faire le lien entre l'éditeur français et l'imprimeur. On a tout ce qui va être les graphistes, ceux qui vont faire la mise en page, les lettreurs. Et ensuite, les services transverses. Donc, j'essaie de ne pas en oublier. Tu veux les faire? Allez, vas-y. Alors, services transversaux, c'est tout ce qui va aider à faire connaître les livres qui vont être développés par l'édito. Donc on va avoir le service commercial qui va faire en sorte que le livre soit visible en librairie. On a toute une partie également qui va être ce qu'on appelle la diffusion, donc c'est toute la partie qui va faire en sorte que le livre soit présent dans les librairies, qu'il soit présent à la FNAC, qu'il soit présent dans les espaces culturels Leclerc. Donc ça c'est vraiment la personne qui va s'occuper de la mise en vente du livre. On a aussi tout un service presse qui va développer des relations pour pouvoir publier des articles autour de nos mangas et les faire connaître au grand public. Un service marketing qui va s'occuper de toute la partie, par exemple, publicité dans un magazine, affichage dans le métro, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. pour pouvoir aussi amener le livre aux gens que ça pourrait intéresser. Tu as une question? Vas-y. Quand tu t'appelles? Jamila. Merci. J'espère que ma question n'est pas hors sujet. Il n'y a pas de question. J'aimerais savoir justement, en fait, pour les gens qui adorent justement le manga et qui aimeraient du coup travailler dans ce milieu-là, quel parcours scolaire, enfin qu'est-ce qu'on doit faire justement pour travailler dans ce milieu-là? En fait, tout dépend du métier que tu veux faire. Parce que là, comme on a dit, il y a énormément... tout dépend du métier que tu veux faire. Donc, soit tu veux être dans l'édito pur et à ce moment-là, est-ce que tu veux faire de la coordination? Est-ce que tu veux faire de la correction? Ou est-ce que tu veux être dans l'un des services transverses? Et à ce moment-là,
tu vas devoir adapter du coup tes études au but. Si tu veux faire le service commercial, bah, tu vas du coup faire des études de commercial. Quoique. En fait, dans les gens qui travaillent dans nos services, on a des gens qui ont fait des études type école de commerce, mais après tu as aussi des masters et des BTS, etc., qui sont spécialisés en commercialisation métier du livre. Donc c'est très spécifique. Si tu veux faire de la traduction, à ce moment-là, il va plutôt falloir t'orienter vers des facs de langue. Et si tu veux faire en effet de l'édito pur, tu as aussi des études qui peuvent t'aider à devenir éditrice en fait. Et pour le coup, éditrice, ça peut être pour le manga, mais ça peut être en littérature, ça peut être en poche, ça peut être en sciences humaines. Alors pas, nous n'en faisons pas, mais dans l'édition, en fait tout ce qui touche au livre, tous les sujets qui sont publiés en livre peuvent être édités. Donc voilà, il faut que tu choisisses ce qui te plaît et tu peux y aller. Mais il y a en effet des études qui sont spécialisées dans l'édition et dans la commercialisation du livre. Et pour le manga plus particulièrement, c'est l'édition pure qui t'intéresse, enfin plus l'éditorial. Pour le manga, il est fortement conseillé d'apprendre le japonais. Tout bêtement pour ensuite pouvoir aller chercher des séries, pouvoir les lire, parce que on peut utiliser la technique du scantrad d'une bonne âme qui a décidé de traduire son côté, mais tout n'est pas traduit. Il y a énormément de titres qui sont produits au Japon, donc pour vraiment trouver la pépite et être le premier à la trouver, il faut pouvoir parler la langue d'origine, c'est très important. Après, il ne faut pas juste, faut pas faire comme moi. Moi, j'avais fait uniquement des langues j'avais juste appris le japonais, j'avais fait un master dessus, et c'est tout. Ça ne suffit pas. Là où j'ai eu de la chance, c'est que à ce moment-là, dans mon master, je devais faire un stage en fin d'année, et je l'ai fait chez Kurokawa. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment appris le métier du livre. Mais en fait, c'est bien d'avoir un peu différentes panels, en fait, d'apprendre différentes choses et du coup d'apprendre, si c'est l'éditorial qui t'intéresse, de connaître les différentes étapes de fabrication d'un livre, tout le vocabulaire qui est lié à ça. Voilà. Parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Justement, en fait, la partie que vous expliquez, vous savez, sur le fait de faire connaître un tel ou tel manga, enfin, j'ai l'impression que c'est plus du marketing que commercial. Et moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Et vas-y, je voulais pas te... Et parce qu'à un moment, j'avais réfléchi, je suis presque partie dans le BUT métier des livres et du patrimoine, mais j'avais peur que ça soit trop spécifique. Mais du coup, la question c'était peu importe le diplôme que je fais, en soi je peux travailler du coup dans le métier des livres, enfin si j'ai bien compris. Genre dans d'autres services bien sûr, mais pas forcément un lien direct avec les livres. Par exemple genre dans les ressources humaines, dans d'autres services. C'est bien ça? C'est possible. Et si vraiment tu veux faire de la commercialisation du livre, tu as un master, tu as plusieurs masters, mais tu en as un à Bordeaux notamment et un autre qui est à Villetaneuse. La Sorbonne le fait aussi, et c'est vraiment des masters qui sont spécialisés en commercialisation du livre. Et pour le coup, tu vas apprendre à faire du marketing qui sera du marketing dédié à la commercialisation du livre, ou alors comment tu vends le livre, parce que tu as aussi des métiers, par exemple on a des représentants commerciaux dont le métier est d'aller en librairie pour présenter les livres pour que les libraires achètent le livre. Tu peux aussi travailler pour des espaces culturels notamment, pour devenir acheteuse et t'occuper d'un rayon en particulier, par exemple le manga, pour pouvoir dire ok, pour les espaces culturels je m'occupe de la bande dessinée ou du manga. Enfin, en réalité il y a plein de métiers qui sont autour du livre. Ce que tu peux faire, c'est aller sur un site qui s'appelle Last4Ed. Alors Last4Ed, si tu veux, et en fait qui regroupe toutes les formations qui tournent autour du métier du livre, à la fois dans l'édito et à la fois dans les fonctions annexes. Last4Ed, tout à fait. Mais si tu veux, après je te... Et c'est aussi, vu que c'est enregistré, c'est aussi un conseil pour tous ceux qui vont regarder, d'aller sur ce site pour voir plein d'outils et de formations qui existent. Tout à fait. Mais je vais reprendre aussi très rapidement pour dire aussi que même s'il y a tous les métiers qui existent, la maison d'édition, il y a le nerf de la guerre de maison d'édition, c'est les livres.
Donc, et là, c'est les mangas. Donc, comment les mangas ils sont choisis chez Kuro? Comment c'est choisi? En fait, maintenant, à l'époque, on était beaucoup moins nombreux, c'était uniquement le directeur de collection qui choisissait les livres. Maintenant, on est un peu plus nombreux et on a, on va dire, un conseil de lecture. Nous sommes plusieurs du service éditorial où, en fait, on va lire les livres qui sont en prépublication au Japon. Donc oui, au Japon, un manga, au départ, est prépublié dans des magazines. Donc à chaque fois, c'est par chapitre. Et une fois qu'une série a suffisamment de succès en prépublication, dans son magazine, il a droit à sa publication en livre papier. Et si la série a encore plus de succès, elle peut être adaptée en animé. C'est le truc au-dessus. Et donc nous, notre rôle, ça va être de lire ce qui est prépublié et de la choisir par rapport à la ligne éditoriale de notre maison, ce qu'on a l'habitude de publier, ce qu'on aime aussi, parce que ça reste avant tout un coup de cœur. Donc on va choisir vraiment les séries qui nous parlent, qu'on a envie de faire découvrir. Et de là, ensuite, on va se réunir, on va faire nos petits points toutes les 2 semaines, on va dire. On va chacun présenter la série qu'on a découverte. On va en discuter tous ensemble. On décide si oui ou non on veut faire une offre à la maison d'édition japonaise. Et ensuite, si c'est oui, on y va. Et quand c'est oui, et même avant, il y a quand même des offres commerciales. Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, une fois que l'édito a choisi un manga que nous voudrions publier, en fait, il faut qu'on donne envie à la maison d'édition japonaise de nous confier le manga. Et pour cela, on va développer ce qu'on appelle des plans de lancement. Donc, on va leur proposer en disant, voilà, nous, on voudrait acheter cette série. Et pour vendre cette série en France, pour faire en sorte qu'elle prenne et pour toucher le public qu'elle doit toucher, on va leur proposer des choses. Donc, pour ça, on a plusieurs étapes. On va faire une espèce de réunion avec tous les services pour déjà définir à qui s'adresse le manga, définir une tranche d'âge. Est-ce qu'on est plutôt sur des lectorats très pointus? Est-ce qu'au contraire, ça va être un manga très grand public? Donc ça va nous permettre de trouver aussi un peu le potentiel du manga. Est-ce que c'est un manga qu'on va vendre à 200 exemplaires mais qu'on a quand même super envie de publier parce qu'on le trouve très très bien? Ou est-ce que ça va être une série très très grand public à la Spy Family qui va pouvoir toucher tout le monde? À partir du moment où on a défini on appelle ça un cœur de cible, mais on va pouvoir créer tout un plan autour de dire ok, très bien, ce manga, pour pouvoir le lancer correctement en France, comment est-ce qu'on le lance? Est-ce qu'on crée des silhouettes géantes qu'on va mettre dans des librairies? Est-ce qu'au contraire, il va falloir qu'on aille cibler un public très très spécifique sur, je sais pas, un média en particulier parce qu'on sait que c'est ces gens-là qu'on doit toucher de cette façon, etc. Donc une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on va créer un plan de lancement qu'on va soumettre à la maison d'édition au Japon. Et si la maison d'édition au Japon accroche avec ce qu'on leur propose, alors il y a aussi un échange financier qui est proposé parce que nous ne comptons pas leur manga gratuitement. Si la maison d'édition est d'accord avec ce qu'on leur propose, ils nous confient leur manga. L'édito va s'occuper de le traduire, le mettre en page, créer la couverture française, etc. La partie commerciale de mettre en place tout le plan de lancement qu'on a défini au moment où on a fait l'offre. Et ensuite le manga arrive en librairie pour être lu par tout le monde, ou pas. Mais il y a déjà une étape assez difficile aussi avant, c'est l'obtention des droits. Parce que même si tu fais des offres commerciales, etc., si tu n'as pas obtenu les droits, quid? Tu pleures? Non, mais enfin, c'est le jeu aussi, c'est-à-dire que s'il y a une série qui est vraiment incroyable, où il y a différents éditeurs français qui du coup la veulent, ça va être un peu une sorte de vente aux enchères où, alors effectivement, il y a le plan lancement qui va aider à montrer un peu la motivation de l'équipe. Il y a aussi l'offre financière parce que ça reste une transaction. Et voilà, après si on ne l'a pas, si c'est confié à un autre éditeur, c'est le jeu aussi. C'est juste que ils ont été meilleurs, soit ils ont proposé plus d'argent, soit ils ont proposé des idées qui plaisaient plus à la maison d'édition.
à nous améliorer pour les prochaines œuvres. C'est tout. Et quand on les obtient, est-ce que c'est plus simple aussi ou pas? Et disons que là, on a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et c'est là aussi où j'interviens, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu l'offre, que notre offre a été acceptée, là maintenant il faut passer à toute la partie contractuelle, où en fait ça va être de la négociation avec la maison d'édition, de se mettre d'accord sur l'échelle de droit qu'il va percevoir sur le prix de vente, sur l'avance qu'on va leur donner sur les droits et mettre en place le contrat, le faire signer par tout le monde, récupérer les factures, payer les factures, récupérer le matériel et ensuite on peut lancer la fabrication. Et après, au niveau commercial, est-ce que c'est facile aussi ou pas? Quand tu as obtenu les droits? Une fois qu'on a obtenu les droits, tout dépend ce qu'on veut faire avec la série. Mais du coup, il faut qu'on soit très créatif, qu'on essaye de trouver des façons de mettre en avant la série. Donc ça peut être par des plus produits, ça peut être par des petits goodies originaux qu'on va... Est-ce que tu peux dire ce que c'est un plus produit? Alors un plus produit, c'est des petits goodies, par exemple, que l'on va offrir au moment où la série sort en librairie. Si vous achetez un tome de Partners, par exemple... je ne sais pas si je peux dire ça maintenant. On avait un manga qui parle de relations libres entre deux personnes et on avait un goodies très original qui allait avec Partners que je ne sais pas si je peux citer ça. Oui. Voilà, j'avais un petit préservatif qui était offert avec le voilà. Donc on va essayer de trouver un goodies ou une façon de mettre en avant le manga pour donner aux gens envie d'acheter le premier tome. Et ensuite on a tout un travail d'accompagnement sur la série, accompagnement qui va se faire plus sur le long terme. Donc à ce moment-là, on va développer par exemple des opérations commerciales en disant voilà, si vous achetez 2 tomes de Spy Family par exemple, ou Pokémon, ou alors un tome de One Punch Man et un tome de Tsugai, donc je dis n'importe quoi, il vous offrira un cadeau. Et du coup là, on crée vraiment des opérations pour faire vivre nos séries sur le long terme. Oui. Donc tu disais que... Et donc à chaque fois, c'est aussi des allers-retours avec les ayants droit pour valider. Tout à fait, parce que toutes les idées qu'on peut avoir doivent être validées par la maison d'édition japonaise qui détient les droits du manga à l'origine. Donc de temps en temps, alors tout dépend de quel manga et de ce qu'on propose, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Du coup, il faut qu'on s'adapte et c'est normal en même temps que la maison d'édition veuille garder le... C'est-à-dire, il faut préciser quelque chose, c'est-à-dire que ce qu'on obtient, c'est le droit de diffusion uniquement. On n'a pas le droit général sur la série. Ça reste à l'ayant droit, donc à la maison d'édition japonaise, et elle juste nous donne l'autorisation de le publier en français dans les pays francophones qui ont été négociés. Parce qu'il n'y a pas que la France, il y a le Québec, la Suisse, la Belgique, certains pays du Maghreb, Canada. Oui, j'ai dit Québec. Ah oui, tu dis Québec. J'ai dit Québec. Mais voilà, donc on a différents pays avec des lecteurs français, francophones plutôt. Donc on met dans des pays francophones en langue française et c'est tout. Donc c'est-à-dire que on a également l'obligation de respecter l'œuvre d'origine et le message de l'auteur, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut toujours que ça respecte l'intention de base de l'auteur et un peu son droit moral, tout simplement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi une protection pour l'auteur ou la maison d'édition qui publie le manga à l'origine au Japon, ça évite que n'importe qui fasse n'importe quoi avec l'image du manga. C'est pour ça que c'est très contrôlé. Tout à fait. Et combien de titres sont publiés chez Kurokawa chaque année? À peu près de nouveaux titres, on va dire, plutôt. De nouveaux titres. De nouveautés. De nouveautés. Actuellement, je crois qu'on est à une dizaine, non? Oui. Ah, de nouveautés par an, tu veux dire? Par an, Oui, ouais. par an. Des nouvelles séries. Nouvelles séries, oui. Nouvelles séries par an. Voilà, c'est à un moment on en était à 3 ou 4, là cette année on en est à 8. Hein? Pour 2024. Voilà, pour 2024, on a Combien? 8 nouvelles séries que nous lançons, J'ai pas ce entendu. qui est plus ou moins notre record, parce qu'avant c'était un peu moins. 10, 16.
Ah oui, il y a 110 titres par an. Pardon, j'avais... on m'a soufflé, mais j'ai très mal compris ce qu'on m'a soufflé. 110 titres, on a 110 titres par an qui sortent, et dont 6 à 8 nouveautés par an qui sortent. 8 nouvelles séries. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Oui, très bien, c'est parfait. Et sur ces nouveautés, il y a aussi des choses à faire. De comment on choisit les goodies ou comment on les choisit. Est-ce que c'est par l'opération du Saint-Esprit? Alors, nous réunissons, nous lançons des idées comme ça, et ensuite nous faisons le tri dans ce qui nous paraît... Un Shifumi. Un Shifumi, exactement, des jeux de fléchettes. Des jeux de fléchettes. Non, on se réunit tous autour d'une table, chacun a ses idées, et ensuite nous voyons ce qui est faisable de faire, en termes de coûts aussi, parce qu'on ne peut pas se permettre de... Enfin, nous, on aimerait bien pouvoir faire ce qu'on veut, mais nous ne pouvons pas le faire. Il faut que ça colle à l'image du manga. Il faut que ça colle au public que nous essayons d'attirer vers cette série. Il faut que ça colle à tout l'univers du manga pour que les ayants droit soient d'accord avec le goodies que nous proposons. Voilà, c'est tout un travail de réflexion et d'imagination sur ce qu'on va pouvoir faire sur les lancements. Et qui est très rigolo à faire. Bah oui, tu m'étonnes. À chaque fois, il y a toujours des nouveautés qui arrivent. Donc il y a toujours des pépites à sortir. Est-ce que, justement, vous avez parlé tout à l'heure qu'on ne peut pas tout faire, effectivement, parce que sinon les ayants droit nous tapent dessus. Et je vous pense s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Les questions bêtes, c'est moi qui vais les poser. Là, ceux qui sont là, vous pouvez poser des questions. Est-ce que c'est... Oui, il y a une question, très bien. Enfin, oui. Attends, on va te donner le micro parce que c'est enregistré. Merci Mathilde de casser le matériel. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous changiez les couvertures. Donc au final, pourquoi vous ne faites pas les copier-coller avec les originaux? C'est une très bonne question. Alors en fait, on fait une couverture française où on a plus ou moins de latitude selon l'ayant droit pour la modifier. Ah oui, pardon. J'ai vu que tu faisais un segment. En fait, déjà il faut faire une couverture française pour pouvoir mettre le titre en français, enfin toutes les informations en français, parce que sinon c'est qu'en japonais et personne ne saura ce qu'il achète. Mais aussi il y a des choses qui attirent le public japonais qui n'attirera pas forcément le public français. Donc parfois on est obligé d'adapter. On va continuer. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? On a tous été déconcentrés. Donc oui, il y a certaines choses, parfois on va essayer d'adapter la couverture au public français en fait. Parce qu'il y a certaines choses qui vont l'attirer plus que par exemple pour la couverture japonaise. On va essayer, par exemple, autant que possible, on évite de faire un fond blanc. Parce que au Japon on a pas mal de couvertures où on a juste un personnage sur un fond blanc avec un titre en couleur, et en fait on s'est rendu compte qu'en France généralement ça n'attire pas, ça attire moins l'œil, ça donne moins envie, donc on va essayer de combler le fond, faire un effet graphique avec plus de couleurs, quelque chose d'un peu plus dynamique qui va du coup attirer un peu plus l'œil, où on va Alors après, on n'a pas forcément beaucoup de latitude, ça dépend. Il y a des éditeurs qui veulent vraiment qu'on fasse exactement la même version. On change juste le texte et c'est tout. Mais parfois c'est très précis, il faut que ce soit au millimètre près. Et voilà, ils contrôlent ça très bien. Ou parfois il y en a qui nous donnent un peu plus de latitude, et là on peut s'amuser à faire des choses vraiment très différentes. Le plus différent qu'on ait fait, c'est pour nos séries de la collection Kurosawa, qui est une collection qui fait des adaptations de classiques. Oui, voilà, de classiques philosophiques ou de littérature en manga. Et les mangas qu'on avait en japonais, en fait, la couverture, c'était une case de l'intérieur avec un fond de couleur. Ça ne nous plaisait pas trop. Et du coup, on a proposé quelque chose de complètement différent avec un travail graphique un peu plus poussé qui a beaucoup plu au Japon et qui, nous, nous l'ont validé. Donc, on peut se permettre, si on juge nécessaire,
de faire quelques modifications. Après, ça ne changera pas du tout non plus, mais parce qu'on estime que ça peut valoir le coup pour le public français. Et ça, c'est juste graphique, mais on peut aussi ajouter des effets de fabrication. Donc ça veut dire on a un exemple avec sur Full Metal, sur la Perfect Edition. Il y a des changements graphiques. Alors là, on a fait surtout des modifications au niveau de la fabrication parce que la version japonaise avait une double jaquette. Alors, la jaquette, c'est cette partie souple en papier voilà, qu'on ajoute en plus sur le livre. Et eux, ils en avaient une double, c'est-à-dire qu'ils avaient une partie aussi en plastique transparente avec une impression dessus qui du coup faisait un effet de transparence avec le papier et du coup faisait un graphisme ensemble. Sauf que le plastique en France, écologie, tout ça, c'est pas terrible. Donc on a voulu faire quelque chose un peu, de faire les deux jaquettes en une et donc du coup de faire un effet de fabrication que vous voulez faire un peu plus rigolo. C'est-à-dire que là on va mettre ce qu'on appelle déjà un marquage à chaud. Donc par exemple ici ça va être ce qui est sur le... Bon, évidemment je prends celui qui est sur moi. Ça va être sur le titre. Par exemple ici la partie verte qui va être brillante. C'est ce qu'on appelle un marquage à chaud, c'est-à-dire qu'on va imprimer un pelliculage métallique sur la jaquette. Donc il va être en creux, vous pouvez, la prochaine fois, vous pouvez passer le doigt dessus, vous sentez que c'est en creux parce que c'est vraiment marqué. Et sur certaines autres parties, on a fait un vernis sélectif. Donc si vous regardez sur une partie brillante qui fait un dessin, qui est du coup transparente, brillante. Et ça en fait c'était ce qui était c'était les visuels qui étaient sur la jaquette plastique que du coup on a transposé ici pour avoir avoir en fait un beau livre en plus parce que en fait c'est une édition parfaite donc vous voulez qu'elle soit vraiment parfaite à dessus. Voilà. Et c'est le cas, elle est parfaite. Et tout ça passe aussi par les étapes de validation, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout à fait, absolument tout doit être validé par le Japon. Tout le temps. D'ailleurs, en parlant de... Oui, tu dis. Ah pardon, t'as une question aussi. Okay. Ça prend combien de temps d'ailleurs toutes ces étapes de validation, tout ça, parce que je voulais poser la question tout à l'heure, mais on n'est pas... Alors la validation, en général, on compte environ, on se prévoit 3 semaines pour faire une validation d'un concept ou d'une couverture par le Japon. Parce qu'il peut y avoir plusieurs allers-retours et ils peuvent nous demander des modifications. Donc là, au moins, en 3 semaines, généralement, on sait on a suffisamment de marge pour avoir la validation. Mais après, on peut l'avoir en 3 jours, c'est tout à fait possible. Mais c'est rare. Quand ça se passe, on sort le champagne symboliquement, dans notre tête. Voilà, on fait une petite danse de la joie, mais en général, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, et voire 3 semaines dans les cas un peu plus compliqués à négocier. Et du coup, avec les différentes étapes toutes les étapes de fabrication du livre et de validation de tout, en général, on compte 6 mois entre la publication d'un livre en Japon et la publication d'un livre en France. Pour être sûr d'avoir le temps de tout faire dans les temps et que tout soit validé à l'heure. Certains mangas sont noirs et blancs. C'est également une excellente question. Alors effectivement, la majorité voire quasiment tous les mangas sont en noir et blanc, tout simplement parce que lors de la prépublication en magazine, l'impression en noir et blanc coûte le moins cher. Et ça prend moins de temps à dessiner, de faire uniquement en noir et blanc, que de devoir faire de la couleur après. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les magazines de prépublication, selon le magazine, on va avoir un magazine qui va sortir toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et pouvoir sortir un chapitre chaque semaine, c'est extrêmement rapide. Donc du coup, il faut pouvoir dessiner très vite, ancrer très vite. Et donc la meilleure solution, c'est de faire tout en noir et blanc. Et ensuite, pour l'imprimeur, parce qu'un magazine quand même, ça a un coût, le but pour eux, c'est que ce soit lu par le plus grand nombre, donc de le proposer au coût le plus bas. Donc souvent, vous allez voir dans les magazines de prépublication, tout est imprimé en noir et blanc et sur du papier recyclé. Donc parfois, vous avez sur des magazines des pages de couleurs différentes. On va avoir des pages roses, vertes, jaunes ou blanches.
parce que c'est du papier recyclé en fait. Donc pour que ça coûte le moins cher à produire, on va faire au plus simple, tout simplement. Il y a une question au fond. Valérie, tu aurais peut-être donné ton micro. Déjà bonjour, tout à l'heure. Je voulais te poser une question. Ça fait combien d'années que vous travaillez avec Jeux Pokémon Company pour les mangas Pokémon? Alors, très bonne question. 2008. Voilà. Nous avons Merci Nicolas. Merci Nicolas. Nous avons la mémoire 2008. 16 ans. Oui, si tu fais oui. Je suis très bien en calcul mental, tu l'as dit. 16 ans. Vous voulez me poser la question? Merci. J'attendais la conférence. Et d'ailleurs, donc on parlait de Pokémon, on parlait des livres aussi, mais donc on parlait de comment c'est fait au Japon, mais qui traduit Est-ce que c'est les éditeurs qui traduisent ou est-ce qu'on fait appel à des traducteurs? Oh là non. Oh là là, voilà. Non, on fait appel à des traducteurs, donc en freelance. Bonne journée, monsieur. Donc nous faisons appel à des traducteurs en freelance qui, du coup, à qui on va confier des séries. Voilà. C'est donc on va choisir, on va avoir un traducteur qui va traduire plusieurs séries pour nous. Du coup, en fait, on va adapter le nombre de séries et le style de série à son style de prédilection aussi. Donc on va avoir tout un dialogue avec le traducteur. En fonction de ses points forts, parce que certains sont plus forts pour traduire par exemple des mangas de bagarre, de baston, ou des mangas, il y en a qui vont être plus sur des choses un peu plus philosophiques, d'autres qui vont être plus dans la romance ou dans l'humour. Il y en a, par exemple, un manga d'humour est très difficile à traduire, c'est très technique parce que il y a des blagues qui marchent en japonais qu'on n'aura pas en français parce qu'on n'a pas forcément les références. Le jeu, c'est de trouver des subtilités. Des subtilités ou même des équivalents, merci. De trouver des équivalences en France pour du coup comprendre la blague, tout simplement. Et une fois que c'est... Pardon, t'as une question. Justement, la traduction, à quel moment elle arrive dans le processus? Est-ce que vous commencez à faire traduire avant d'avoir l'accord de la maison japonaise ou... Alors, officiellement, non. non. En général, on attend que notre offre soit validée. Par contre, ça ne nous empêche pas, en amont, de réfléchir à quel traducteur on va confier la série. C'est-à-dire, si jamais notre offre est acceptée, on la confiera à telle personne et parfois, on peut adapter déjà en prévision au cas où, on adapte son planning, on lui prévoit une petite marge en disant ne garde rien, ne mets rien là, garde cette petite place dans ton planning bien au chaud au cas où, et sinon on te donnera autre chose ou on réadaptera ton planning après. Mais non, la traduction elle a lieu à partir du moment où l'offre est validée. Normalement, en fait, l'éditeur japonais nous fournit deux choses. Déjà, il va nous fournir 3 exemplaires du livre. Pourquoi 3 ? Une pour nous, une pour le service de fabrication qui va donner ensuite à l'imprimeur pour faire les dernières vérifications, s'assurer que tout est bien similaire à la version japonaise, et enfin une pour le traducteur pour qu'il puisse traduire. Et en plus de ça, ils vont du coup nous fournir ce qu'on appelle les data, c'est-à-dire ça va être le matériel numérique de la planche pour que du coup on puisse faire le lettrage avec. Donc en fait le traducteur va arriver assez tôt. Donc après il y a tout ce qui est lettrage, fabrication du livre, etc. Une fois que le livre est fabriqué, il est distribué. Tu l'as dit un tout petit peu tout à l'heure. Comment ça fonctionne la distribution du livre ? Alors la distribution du livre, une fois que tout a été validé sur la fabrication, etc. Une fois que tout a été validé sur la fabrication, on a toute une partie qui s'appelle donc, la distribution, qui va être vraiment la partie logistique. C'est des énormes entrepôts dans lesquels vont être stockés les livres une fois qu'ils sont imprimés pour pouvoir être distribués partout en France. Donc là, c'est vraiment de la logistique. On a des grands camions qui vont partir, qui vont amener les livres dans tous les points de vente. Et en fait, entre nous, maison d'édition, et cette partie distribution, on a un troisième service qui s'appelle la diffusion. Et en fait, la diffusion qui va être vraiment le lien entre la maison d'édition et les libraires. Et en fait, c'est le service qui va s'occuper de vendre le livre auprès des libraires. Et quand on dit libraire, c'est au sens large, donc ça va être la librairie de quartier, ça va être la Fnac, ça va être aussi Amazon par exemple.
ça va être les grands espaces culturels Leclerc. En fait, tous les points de vente dans lesquels vous pouvez trouver du livre. Et du coup, la diffusion, il y a des représentants commerciaux notamment qui s'occupent d'aller vendre le livre en librairie. Voilà. Et là, je sais pas si c'était... Si, c'est clair. Et justement, les représentants, ils sont formés en amont par vous aussi. Tout à fait. Donc Oui. comment ça fonctionne? Parce qu'il faut qu'ils pichent les livres. Alors une partie de notre métier consiste en effet à présenter à ce service de diffusion les nouveautés pour leur donner envie et puis leur donner des arguments percutants en disant ok, quelle série on a, leur point fort ça va être ça, ça et ça, pour que eux puissent ensuite aller présenter les livres en librairie très rapidement pour donner envie aux libraires de mettre la série en avant. Donc ça va être le travail, un travail commun entre l'édito et le commercial de pitcher la série très très rapidement et donner les points forts d'un point de vue commercial. Et donc chez Kurokawa, en fait, c'est Interforum qui fait ce travail-là. Tout à fait. Et conjointement avec vos services aussi, parce que mine de rien, sans eux, il n'y a pas de livres dans les rayons. Tout à fait. Et comment est-ce que tous les livres et goodies sont fabriqués en France, en Europe, et les livres aussi? Comment ça se... Où est-ce qu'ils sont imprimés? Comment ça se passe? Alors, moi je vais répondre pour la partie goodies. Tous les goodies du coup qui vont accompagner nos livres ou alors nos coffrets, parce qu'on fait aussi des coffrets sur certaines séries. Dans la mesure du possible, on essaye de tout faire en France ou en Europe. Sauf que malheureusement, nous avons aussi des contraintes de coût, parce que si on ne veut pas vous proposer par exemple un collector à 50 € parce que personne n'en voudrait, ou alors si, mais ça fait un nombre un peu plus restreint comme essayer de proposer des produits de qualité mais qui restent relativement accessibles, ça nous arrive parfois d'aller en Chine. Quand nous allons en Chine, ça veut dire qu'on a des délais qui vont être démultipliés, donc il faut qu'on réfléchisse nos produits très très en amont pour pouvoir avoir le temps de les faire produire. Mais c'est vrai que dans la mesure du possible, on essaie de tout faire en France et en Europe. Et pour l'impression et les livres? Pour l'impression, la majorité des livres sont imprimés en France. Maintenant, après, on a eu quelques exceptions avec des imprimeries en Europe, notamment en Italie. Mais sinon, quasiment toutes nos séries sont imprimées en France. Et donc on parle d'impression et de fabrication. Et est-ce que c'est vous qui regardez la qualité, vous corrigez la qualité, aussi bien du manga ou du goodies? Est-ce que ça passe par vous? Entre autres, et ça passe aussi par notre service de fabrication, ça va surtout être lui d'abord qui va vérifier que tout est aux normes par rapport à ce qu'il avait demandé. Et ensuite, nous aussi on intervient, on va vérifier, enfin ça va se faire conjointement, on va vérifier la qualité. Oui. Est-ce que des fois il y a des gros retours? Oui. C'est arrivé. Il y a Nico qui se marre derrière. C'est arrivé, par exemple, on a des soucis de traduction. Alors, la traduction est toujours très bien faite, en plus elle est vérifiée par notre service de correction, etc. Mais ça arrive, par exemple, que le Japon nous tape un peu sur les doigts après publication pour dire « Ah, nous, tel mot, on aurait plutôt mis ça ». Voilà, donc en effet, là, c'est branle-bas de combat. Comment faisons-nous pour récupérer la chose, mais voilà. Ou parfois on a un imprévu au niveau de la fabrication où on avait validé quelque chose, enfin le prototype avait été proposé, avait été validé, sauf qu'il y a eu une erreur, un imprévu qui s'est produit au moment de la fabrication et on se retrouve avec des défectueux. Et dans ce cas-là, avec par exemple, ça peut être n'importe quoi, ça peut être par exemple une boîte qui était censée contenir des goodies qui se révèle être trop petite parce qu'on n'avait pas eu les bonnes informations de taille. Ou ça peut être un chapitre qui a été imprimé à l'envers, ça nous est arrivé aussi, ou un chapitre en double à la place du chapitre suivant. Donc dans ces cas-là, oui, on est obligé de faire rapatrier très vite et de réimprimer en urgence pour que le lectorat ait la bonne version. Voilà. Tout à fait. Ça arrive aussi qu'on ait des accidents stupides, un camion qui transporte des collectors qui se renversent. Bon, dans ce cas-là, on se débrouille soit pour en refaire très très vite, soit on prévient nos lecteurs que la quantité prévue sera un peu inférieure à ce qu'on avait envisagé. Oui, il faut toujours prendre les aléas, quoi.
Et on va prendre un cas sur Spy, parce que Spy, il y a énormément de tomes vendus. Est-ce que ça met une pression différente ou pas? Alors pas forcément, parce que en fait on essaye de travailler tous nos mangas avec autant de soin que ce soit Spy Family ou une toute petite série. Et de toute façon, comme on travaille avec très peu de maisons d'édition au Japon, on essaye aussi en effet de toutes les traiter de la même façon et avec l'envie et l'œil qualitatif, on pourrait dire ça de façon très transparente. Voilà. Donc non, en réalité la pression est la même, peu importe la série, parce qu'on s'adresse quand même à un public qui est exigeant, on est face à une concurrence qui est multiple, il faut que nous fassions attention à la qualité de nos produits, peu importe le nombre de ventes qui sera associé. Et comment on prospecte un petit peu tout ce qui se fait pour faire encore pour faire de nouvelles idées, quoi, pour créer de nouvelles idées? Alors on suit beaucoup nos concurrents sur les réseaux sociaux. On va beaucoup se promener en librairie pour essayer de voir ce qui sort à la concurrence et de se dire « Oh mais ça c'est une super bonne idée, est-ce qu'on ne pourrait pas la récupérer mais en mieux ?» Puis de toute façon nous sommes tous passionnés de manga, donc on est aussi des gros lecteurs de manga. Ce qui fait que nous lisons évidemment les mangas de notre maison d'édition, mais pas que, et ça permet aussi d'avoir un œil pour faire un peu de veille sur ce qui se passe à côté. Ou même aussi, on est très à l'écoute aussi des retours et des envies du lectorat. C'est notamment dans des événements comme ça aussi, c'est l'occasion de parler avec vous et de savoir ce que vous voulez en fait. C'est pour comme ça, on peut vraiment s'adapter à ce que vous recherchez, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, mais non, c'est pas simple, il faut que j'arrête de dire ça. Rien n'est simple. Mais c'est l'idée aussi, c'est de savoir ce que veut le public aussi pour pouvoir le satisfaire. Tout à fait. Et donc, pourquoi faire des coffrets de plus en plus? Parce qu'on s'est rendu compte que... Enfin, on s'est rendu compte d'ailleurs, c'est quelqu'un qui aime une série d'un manga va aimer tout l'univers de cette série. Et du coup, le but de faire un coffret collector, ça va être d'apporter le manga aux fans de la série, mais aussi des produits qui vont pouvoir servir de décoration, qui vont pouvoir lui rappeler tout l'univers de la série. Donc c'est vraiment, on essaye de développer le plus de choses possible pour apporter aux fans d'une série tout l'univers autour de sa série. Maintenant, s'il y a des questions aussi, encore une fois, je regarde. Je vais peut-être poser une question qui fâche. On entend souvent que le marché du livre est un marché en crise, alors que le manga il a connu une belle progression depuis après Covid. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, en fait, on a eu une progression du manga pendant les années Covid qui a été due notamment au pass culture qui a permis l'accès au manga à un jeune public qui a été un peu amené sur le manga, notamment via les nombreux animés qui sont de plus en plus grand public et de plus en plus disponibles, mais pas que. On a aussi les enfants des premiers fans de manga qui arrivent et qui sont en âge de lire du manga. Et du coup, on a eu une explosion du marché du manga il y a 2 ans, qui est en train de... Là, on est en train de revenir sur des niveaux de vente un peu plus normaux. Sauf qu'en réalité, en gros, on a un marché du manga qui a plus que doublé sur les 2 dernières années. Là, ça baisse un petit peu, mais pas tant que ça. On se rend compte qu'en réalité, on a quand même un nouveau lectorat qui s'est installé pendant ces deux années et qui reste présent sur le marché du manga. Donc, certes, le marché est en baisse, mais en réalité, nous, éditeurs de manga, nous ne sommes pas si inquiets sur cette baisse, parce que c'est une baisse qui est toute petite par rapport à la progression énorme qu'on a eue sur ces 2 dernières années. Et surtout qu'il faut expliquer que ces 2 dernières années, c'était un boom comme on avait vu rarement, et donc en proportion par rapport aux années avant, les 2 années qui ont été faites sont exceptionnelles, donc en proportion on revient sur quelque chose à peu près normal, quoi. Tout à fait. Et ça a aussi été porté par des succès de séries qui ont tiré tout le marché du manga, notamment Spy Family. Donc on peut se féliciter de ça. Mais tout à fait. Est-ce que vous avez une dernière question? Sinon je vais finir dessus. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Merci aux gens qui ont bien voulu revenir nous écouter.
Et puis on est super content d'avoir participé à cet événement parce que c'était quand même hyper chouette de voir tous les gens ici aujourd'hui et puis peut-être à l'année prochaine. Oui. Pour rappel, on est au festival Sayonara à Sens. On a été invité par le Centre culturel Leclerc de Saint-Denis-les-Sens, si je me suis bien. C'est bien, c'est bon, j'ai la note. Merci Mathilde, merci Agathe, merci au festival de nous avoir accueillis, merci au Centre culturel Leclerc et on se voit très vite pour d'autres Cure Fan Tour. Merci encore à vous.